Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La vidéo que vous allez voir aujourd'hui est une vidéo tout à fait exceptionnelle. Et je vous garantis que contrairement à ce qu'on entend d'habitude sur le YouTube Game, elle est vraiment exceptionnelle. En fait, en février 2020, une rescapée du camp d'extermination d'Auschwitz est venue raconter son histoire devant 3 classes de 3e de mon établissement. C'était un moment incroyablement fort. Imaginez 100 ados bouche bée devant son témoignage. Vers la fin, vous allez entendre la sonnerie de midi. Aucun élève n'a bougé, laissant Madame Pollack s'exprimer. Alors que dans mon cours, la cloche de midi sonne, ils ont déjà leur sac sur le dos. Les témoins directs étant de plus en plus âgés, ces élèves sont parmi les derniers à profiter de cette chance de discuter avec ceux qui ont vécu l'horreur absolue. Et j'ai donc demandé à ma direction et à Madame Pollack de pouvoir vous en faire profiter aujourd'hui. Ils ont dit oui. Je vous souhaite une excellente vidéo. C'est désormais à votre tour de devenir des passeurs de cette mémoire afin que jamais une telle chose ne se reproduise. Voilà, bonjour, voilà. Je sais pas l'âge que vous avez. Quel âge avez-vous? 15 ans, 16 ans? 15 ans. 15 ans? Oui. 16 ans. Ben, écoutez, c'est l'âge que j'avais quand j'ai été déportée. J'ai fêté, entre parenthèses, mes 15 ans à Drancy. Drancy, vous savez, c'était le lieu d'où l'on déportait les Juifs de France. Voilà. Le 15 juillet 1940, je n'étais pas à la maison, mais c'est le début de la Deuxième Guerre mondiale pour moi. Donc, le 15 juillet 1940, nous sommes dans la cour de la mairie, avec les formalités d'usage, et on nous fait monter dans un bus. Le bus nous amène jusqu'à Schirmeck. Schirmeck, voilà, les adultes avaient très peur. Quand on est allé vers le sud, les adultes ont respiré. Pourquoi? Parce qu'ils se sont dit, bon, on ne traverse pas la frontière. Nous sommes arrivés à Schirmeck, c'est un lieu qui a été ouvert pour nous. Ce lieu était prévu au départ pour les personnes qui devaient partir en 1940. Vous le savez sans doute, il y a eu l'évacuation et ces baraquements étaient prévus pour les gens qui n'avaient pas la possibilité de partir dans le Limousin. À l'époque, tout le monde partait dans le Limousin ou à Périgueux, mais ils n'ont pas eu besoin d'ouvrir ces baraquements, on les a ouverts pour nous, et ces baraquements, par la suite, Schirmeck, ont servi pour les Alsaciens qui étaient réfractaires au nazisme. Donc ça a bien servi, il n'y a plus aucun indice, il n'existe plus rien de ceci. Nous, on a passé notre première nuit là-bas. La deuxième nuit, on l'a passée à Dole. Dole, il y avait à Dole un manège, c'est-à-dire des chevaux. Il y avait en centre-ville un immense hall, et c'est dans ce hall où on avait mis de la paille par terre. C'est là qu'on a dormi la deuxième nuit. Et on était toujours encore au mois de juillet. Et là, on avait la possibilité, les enfants et les bagages, de monter dans un bus. Mais mon frère et moi, on n'a pas voulu se séparer de notre mère. Ça, vous pouvez comprendre. On était donc dans ce bus, il fallait marcher pendant 11 kilomètres jusqu'à la ligne de démarcation. Comment vais-je vous expliquer? La ligne de démarcation, il y avait l'Alsace et une partie de la Lorraine qui était complètement annexée par les Allemands, qui étaient allemands. Il y avait les Vosges, qui étaient un département tampon, et après les Vosges, c'est le Jura, qui était en zone libre. C'est-à-dire que pour aller de Dole dans le Jura, il y avait une ligne de démarcation. C'était tout simplement quelques militaires allemands qui étaient là, qui gardaient cette ligne, pour ne pas qu'on rentre et qu'on sorte comme dans un moulin. Et il y avait un canon qui était là. Et alors, quand nous sommes arrivés, tout le long, c'était long, 11 kilomètres pour des enfants, vous savez, et on avait soif. Il y avait des villageois, de braves villageois, qui nous ont donné à boire un verre d'eau. Eh bien, il y avait des gardes allemands qui n'étaient déjà pas contents qu'on nous le donne. Allez, il faut avancer. Mais quand on est arrivé au fur et à mesure, c'était un serpent humain. C'est-à-dire, il y avait des personnes à perte de vue. On a traversé cette ligne de démarcation, et une fois qu'on était à cette ligne de démarcation, on est resté assis,
Et on avançait très peu. Pourquoi? Parce que les villageois sont venus nous chercher avec les moyens du bord. C'est-à-dire, à l'époque, il n'y avait pas de voiture, les voitures étaient réquisitionnées, et pour finir, ils venaient nous prendre avec des voitures à bras, des voitures attelées à des chevaux, à des bœufs, voilà. Et alors on avançait très très lentement. À la fin, la nuit était déjà très avancée, et merci beaucoup monsieur, merci beaucoup. La nuit était déjà très avancée quand on était toujours là à avancer au pas. Et à la fin, on nous a dit, bon, les enfants, les bagages, on les emmène sur un chariot, et vous, les adultes doivent marcher. Bon, ils avaient encore 2-3 kilomètres à faire. Finalement, il était déjà très tard, il était au moins 3-4 heures du matin, quand on est arrivé. On nous a installés dans une grange, il y avait du foin par terre. Mon frère est tombé de fatigue, il avait 7 ans, il tombait de fatigue, il s'est endormi tout de suite, et moi j'étais là à attendre maman. De là, de ce hangar, on nous a amenés à Lons-Saunier qui est, disons, le chef-lieu du département du Jura, et nous avons été acheminés à l'école normale de garçons. On était là, c'est-à-dire on était à 17 dans une pièce. C'est les salles de classe qui ont été transformées en dortoirs pour nous. Et les lits, c'était des petits lits destinés aux recrues, c'est-à-dire des petits lits, on avait très peu d'espace, enfin, on se débrouillait. Et un jour, on était à peine arrivés, il y a toujours des personnes qui arrivaient encore. Vous savez, c'est au courant de ce mois de juillet 1940, pratiquement tous les Juifs d'Alsace, du département du Bas-Rhin, du Rhin et de la Moselle, ont été expulsés. Donc, on était nombreux. Et à partir, quelques jours après, on nous a dit, il y a un grand rassemblement à Lyon, et les personnes qui veulent se faire inscrire peuvent se faire inscrire. Toute notre famille, on n'avait aucune nouvelle de notre famille, et bon, on s'est fait inscrire pour ce départ pour Lyon. Le lendemain, tout de suite, on était dans le train, et le train s'arrêtait de temps en temps. Je ne savais pas pourquoi, et tout d'un coup, c'est aussi notre wagon qui s'ouvre. On nous a invités à sortir, et c'est là qu'on a vu qu'il y avait tout le long du chemin, il y avait des charrettes attelées par des bœufs qui nous attendaient. On nous a dit que c'est là maintenant qu'on va rester. Et on est allé nous on est partis à pied derrière ces charrettes. Et voilà, c'est là que nous allons habiter. Nous étions à Cuisia, c'est un hameau de quelques habitants. Le maire nous a expliqué que voilà, il reste quelques logements, et les plus dégourdis sont allés trouver ces logements qui étaient d'anciennes masures finalement. Et nous, quelques-uns, on est restés, et on nous a de nouveau logés dans les salles de classe. On avait mis de la paille par terre. Il y a une dame qui présidait, c'est-à-dire une vieille dame qui ne bougeait plus, elle était assise sur une chaise, et elle dormait, elle mettait les 2 bras sur le pupitre, et c'est là qu'elle restait jour et nuit, pour ne pas perdre sa place privilégiée. Nous, on couchait par terre, et il y avait, vous savez, il n'y a pas forcément, surtout en 1940, des douches, il n'y a pas forcément des douches, il n'y a pas non plus de possibilité de se faire à manger. Les conditions étaient lamentables. On allait au restaurant, c'est-à-dire qu'on demandait au restaurateur qui était assez aimable pour nous faire de temps en temps des œufs, pour nous faire un gratin, etc. Pourquoi? Parce qu'on n'avait aucune possibilité de se faire à manger, même pas de faire un café le matin. Dans ces conditions, on pouvait pas rester. On pouvait pas du tout rester là. C'était la misère. Et alors, on a décidé, avec une autre famille qui avait des enfants, on a décidé de retourner au centre d'où on venait. Pourquoi? Parce que c'était intenable. Là, on est resté jusqu'au mois d'août. Au mois d'août, il fallait songer à la rentrée,
Et c'était là qu'on nous a de nouveau placés dans un village, à 6 kilomètres de la ville, mais cette fois-ci, les conditions étaient un peu meilleures, c'est-à-dire qu'il fallait traverser 2 pièces avant d'arriver dans la nôtre, où il y avait 3 lits de nouveau, réservés aux recrues habituellement, et une armoire. Et pour manger, il fallait traverser la RN 83, et c'est la maison où on organisait les fêtes, et cette maison-là était réquisitionnée pour nous, et les dames ont fait la cuisine là. Ceci ne pouvait pas durer. Pourquoi? Parce que nous étions quand même habitués à autre chose. Entre-temps, notre famille est aussi arrivée à Lons-Saunier, et c'est là que nous avons commencé à chercher à nous loger convenablement. C'est-à-dire, quand je dis que convenablement, on a eu une seule pièce, avec une toute petite kitchenette et une alcôve, c'est tout. On a vécu là pendant toute la durée de la guerre. Disons que j'étais scolarisé dans ce village pendant un certain temps, après j'étais scolarisé en ville. Nous étions pratiquement dans ce village, c'était la guerre, on était comme tout le monde, hein. On vivait pauvrement, chichement, on avait ma tante habitait le même village avec ses parents, et nous cultivions, nous avions 2 jardins et 3 champs. Et on cultivait, vous savez, avec 90 grammes de viande par semaine, on pouvait pas bien vivre. On avait aussi 50 grammes d'huile, c'était pas beaucoup non plus. Heureusement qu'on avait la possibilité d'aller à 2 kilomètres de chez nous chercher du lait 3 fois par semaine. On avait aussi de temps en temps, on pouvait acheter des œufs là-bas. On vivait comme ça. Vous savez, il y avait un moulin pas loin et on avait aussi la possibilité d'acheter la farine. Disons que nous avons été tranquilles, on vivait, on était scolarisés, les parents se faisaient du souci, mais on était en zone libre, ce qui veut dire que les Allemands n'étaient pas là. Les Allemands n'occupaient pas notre région. À partir de novembre 1942, ça a changé du tout au tout. La flotte française s'est sabordée. C'est-à-dire que, à partir de ce moment-là, nous avons été occupés entièrement par les Allemands. C'est là que les parents ont commencé à avoir très peur. C'était les lois, on avait peur d'aller en ville. Bon, j'étais scolarisé en ville. Il y avait sur les cartes d'identité, il y avait un tampon de cette hauteur-là, juif. Pour un rien, on vous arrêtait. Et on pouvait vous arrêter et on appelait ça des rafles. On arrêtait les gens, on les déportait. Pourquoi? Parce que le département du Jura était un département où il y avait beaucoup de résistance. C'est-à-dire des résistants qui se réunissaient. On faisait de temps en temps quand même. Il y avait aussi des Allemands. On faisait sauter les trains. On faisait sauter de temps en temps un camion allemand. Et c'est pour ça que c'était très difficile. Et quand on arrêtait les gens, on faisait pas le détail. Mais surtout, quand on arrêtait un juif avec un tampon comme ça sur la carte d'identité, c'était encore autre chose. Je vais vous faire voir. Moi, je n'ai jamais porté. C'est l'étoile que les juifs devaient porter pendant la guerre. Cette étoile, ça c'est du truc, elle était cousue, voilà. Et dans le Jura, je pense que on nous a un peu oubliés parce qu'on était d'abord en zone libre. Nous n'avons jamais porté cette étoile. Mais notre carte d'identité était effectivement bien marquée. Bien, on a vécu comme ça, tant bien que mal, voilà. Et puis, il est arrivé la chose suivante. À partir de début 1944, l'occupant il occupait vraiment beaucoup le terrain. Et c'était devenu très difficile pour nous, à tel point que maman ne voulait plus que j'aille à l'école à Lons-Saunier. Et moi, je suppliais d'aller à l'école, parce que vous savez, quand vous avez 14 ans, vous avez envie d'aller à l'école. Qu'est-ce que je devais faire à la maison, hein?
Alors, bon, pendant le mois de février 1944, je suis pas allée en classe. Après, maman me disait, bon, aujourd'hui tu y vas, aujourd'hui tu n'y vas pas. Ou alors je prenais le train, ou alors je prenais le bus, ou alors j'allais chercher la bicyclette de ma tante quand elle n'en avait pas besoin. C'était très difficile. Le 26 avril 1944, quand je reviens de mon cours, maman me dit, est arrivé quelque chose de terrible. Qu'est-ce que c'était? C'était à 2 kilomètres de chez nous et pratiquement sur la route où on allait chercher le lait 3 fois par semaine. On ne le savait pas, nous. Mais il y avait là des résistants qui se réunissaient de temps en temps. Et à la suite d'une dénonciation, les Allemands étaient venus faire, les SS étaient venus faire une descente. Le propriétaire des lieux a eu le temps de partir. Le commandant Foucault, qui était là, qui avait une entorse, n'a pas eu le temps de partir. Et sont arrivés, les Allemands, et l'ont fusillé sur place. La réunion a été annulée, heureusement. Donc le commandant Foucault a été fusillé sur place. La propriétaire de la maison a été emmenée, et elle avait une employée. Toutes les deux, elles ont été emmenées. Voilà. Maman avait très peur. Et on a incendié cette maison qui était un petit peu isolée. Elle était un petit peu isolée. Et je pense que c'est pour là aussi qu'on a fait ces réunions secrètes. Le lendemain, vers 2 heures, on frappe chez nous. Maman avait fait la lessive le matin. On frappe 2 Allemands. Voilà. Famille, polaque, etc. Oui, on vient vous chercher. Bon, on savait déjà ce que ça voulait dire. Et moi, auparavant, les militaires étaient allés trouver le maire de la petite commune qui s'appelle Jevinger, qui est sur la RN 83. Le maire, les officiers sont venus chez le maire et leur a dit, je voudrais la liste des juifs qui habitent la localité. Le lendemain de ce qui est arrivé, de ce que je vous ai dit. Et le maire n'a pas voulu donner la liste. Et les officiers lui ont dit, vous ne donnez pas la liste, on vous abat, voilà, la mitraillette, et on aura quand même la liste. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné la liste. Les 2 hommes, bon, on vous emmène, préparez, on reste là. Maman avait fait la lessive, et la lessive était en train de sécher dans un jardin à côté. Et on a demandé, je suis allé chercher le linge. À ce moment-là, premièrement, il y avait un voisin juif qui était en train de se promener dans le jardin voisin, et moi j'aurais très bien pu me sauver. J'aurais très bien pu ne plus remonter. Il ne m'est jamais venu à l'esprit de retourner voir, de partir et de laisser maman et mon frère seuls. Je suis venu avec mon paquet de linge et je suis parti avec eux. Nous étions dans le village une vingtaine de personnes. Le rassemblement s'est fait sur la route de nouveau, là. Et nous sommes montés dans un bus. Nous a amenés à ce moment-là dans une caserne désaffectée où nous sommes restés très peu de temps, une dizaine de jours, et de là nous avons été acheminés à Paris, à Drancy. C'était un wagon voyageur, tout volet tiré, et à côté de nous il y avait la propriétaire du village d'à côté, dont sa maison venait d'être incendiée, et son employé. Nous avons été débarqués, nous sommes restés en route. Je me rappelle encore avoir vu une enseigne, parce que j'ai quand même regardé un petit peu, Dijon, et nous sommes arrivés à Paris. Nous sommes partis vers les 2 heures de Lons, et nous sommes arrivés à Paris à 11 heures du soir. Il y avait Brunner et son grand chien. Brunner était connu comme responsable de Drancy et son chien. Nous avons traversé Paris. Paris, c'est pas le Paris d'aujourd'hui, j'aime autant vous dire. La défense passive, elle existait. C'est-à-dire que tout était noir. On traversait Paris. On n'aurait pas dit que c'est Paris, C'est
tout était noir. Pourquoi? Parce que il y avait des avions qui passaient et il fallait que tout le monde fasse attention pour ne pas se faire remarquer, ne serait-ce que par l'électricité. Ceux qui avaient des volets à claire-voie, il fallait les cacher, hein. Tout ça, c'était pendant la guerre, hein. Et nous sommes arrivés dans la nuit à Drancy. Drancy est un lieu, comme je vous ai dit, d'où on déportait les gens. Déporter, ça voulait dire quitter la France pour un lieu inconnu. Nous sommes restés là, on nous a enlevé encore ce qui nous restait comme bijoux ou comme argent. On l'a déposé parce qu'il y avait dans Drancy, au milieu, il y avait un baraquement. Le Drancy, c'était 3 bâtiments en fer à cheval. Et il a fallu déposer ça, ce qui restait, ce qu'on avait caché, ce qu'on n'avait pas montré, enfin bon. Et là, disons que on était en quarantaine, à un moment donné, on est resté là, c'est-à-dire qu'au mois de mai 1944, 3 convois sont partis de Drancy. 3. Notre convoi s'est composé de 1200 personnes. Bon. Le convoi d'avant, c'était un convoi d'hommes, c'était 880 personnes, et le convoi d'avant, c'était aussi 1200 personnes. Vous imaginez 1200 personnes à chaque fois, 2004, vous vous rendez compte le nombre de personnes, plus de 3000 personnes. Et d'abord, nous étions, donc, nous devions nous occuper des pluches, nous devons descendre au rez-de-chaussée, dans les cuisines, et maman était malade. Vous savez, c'est terrible, hein, quand vous vous sentez tout d'un coup enfermé, que vous ne savez pas dans quelle destination vous allez. Et bon, elle était malade, je devais faire les corvées à sa place, et c'est là que j'ai rencontré une dame qui s'appelle Sarah, qui avait 3 fois mon âge, c'est-à-dire moi j'ai eu 15 ans à Drancy, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elle en avait 44. Et quand elle a vu que j'étais vraiment, vous savez, je savais pas faire grand-chose, hein. On sait pas faire grand-chose. C'était pas du plancher qu'il y avait par terre, c'était pas du ciment qu'il y avait par terre, c'était des cailloux et du sable. Quand vous passiez l'eau là-dessus, ben, le sable partait. Moi, je savais pas quoi faire. Et elle m'a beaucoup aidé, cette dame. C'est comme ça qu'on a commencé à sympathiser. À partir du moment où toutes les formalités étaient remplies, on nous a reversé dans le bâtiment en face, 60 personnes par chambrée, ce qui correspondait à 60 personnes du wagon dans lequel nous allions partir. Avant de partir, on a demandé où est-ce que nous allons. On nous a délivré des étiquettes. Quand on a demandé pour quelle destination, on nous a dit, il y aura là où vous irez, il y aura un grand centre et vous retrouverez une grande place, un grand centre, et vous retrouverez facilement vos valises. On devait mettre notre nom et notre adresse sur l'étiquette à l'intérieur et à l'extérieur. Vous voyez comme les choses étaient calculées tellement... bon, qu'est-ce que vous voulez, c'était comme ça. Le jour J est arrivé, c'est-à-dire le 20 mai 1944. Ce jour-là, on s'est levé aux aurores, les autobus parisiens nous ont emmenés à Bobigny. Alors Bobigny, moi c'est terrible, les souvenirs qui me restent de Bobigny, c'est terrible. Pourquoi? Parce que c'est une grande gare de triage. Il y avait encore à l'époque la locomotive à vapeur. Ça fait du bruit, vous savez, une locomotive à vapeur, ça fait beaucoup de bruit. Alors nous, on nous a achevé un petit peu sur un quai, et en contrebas, qu'est-ce qu'on voit? On voit un quai avec 20 wagons à bestiaux dont les portes sont ouvertes, et des ouvriers, des camions qui arrivent, et des ouvriers qui ouvrent des bottes de paille et qui les mettent dans ces wagons. Alors, je sais pas si vous pouvez vous imaginer, on voyait sur ces personnes, moi j'étais une enfant, c'est comme vous regardez vos parents, vous vous rendez compte quand vos parents sont étonnés, vous vous rendez compte quand vos parents se demandent ce qui va arriver, eh ben, sur la figure des adultes,
vous voyez qu'ils étaient dans un état, leur visage changeait. Ils se sont rendus compte que c'est nous qui allions rentrer, occuper ces wagons à bestiaux dont on était en train de mettre de la paille. Vous imaginez, vous sortez d'une vie normale quand même, et vous transportez comme des bêtes. Vous voyez peut-être maintenant des wagons à bestiaux. Vous voyez dans un grand hublot, là, vous voyez de temps en temps des têtes de chevaux. Vous avez déjà vu ça? Les têtes de chevaux, ben c'était ces wagons-là. Alors, le hublot, on l'avait fermé avec du grillage. Et petit à petit, bon, on était 60, petit à petit, on avançait, et c'est comme ça qu'on a rempli les 20 wagons du train. On sait que de France ont été déportées 75 000 personnes, 3% sont revenus. C'est-à-dire que vous prenez 100 personnes, là, vous en prenez 100, je sais pas combien vous êtes, là, vous prenez 100 personnes. On est 100 à peu près, là. Pardon? Nous sommes à peu près 100. Vous êtes 100? À peu près, là. Bon. 3 personnes. De ces 100 personnes déportées, 3 sont revenus. 3. Et j'ai appris tout récemment, et des 75 000 et des poussières qui sont partis, je crois qu'on reste encore 50. Maintenant, à l'heure actuelle. Voilà. On était donc là, assis. Au dernier moment, on a monté une tinette. Bon, je sais pas si vous savez ce que c'est un grand seau et une couverture. Ça, c'est pour faire nos besoins en cours de route. Et au tout dernier moment, il y a un garde allemand, militaire, lourdement armé, qui est monté dans le wagon. Et c'est à ce moment-là qu'on a fermé à double tour c'était des gonds, on a fermé notre wagon. Nous sommes restés longtemps sans partir, et après, de temps en temps, le train s'arrêtait aussi très longtemps. Pourquoi? Parce que les convois militaires avaient priorité sur nous. Nous avions dans notre wagon, nous avions un bébé de 18 mois qui était notre voisin de palier, il était gentil comme tout, il allait de l'un à l'autre. Moi j'étais là avec maman et mon frère, et puis, bon, vous savez, vous regardez les mouches voler, j'avais à côté de moi, je vais quand même vous raconter ça, parce que j'avais comme vous, j'avais 15 ans, ces conditions étaient abominables pour tout le monde, et j'avais à côté de moi 2 sœurs et un jeune homme. Et ce jeune homme avait une valise qui était capitonnée en rouge. Et de temps en temps, il ouvrait cette valise, qui me fascinait. Pourquoi? J'avais jamais vu ça, c'était des flacons qui étaient alignés, moi j'étais à côté de lui, c'était des flacons qui étaient alignés, et de temps en temps, il prenait un flacon, et puis ça s'aspergeait, et c'est une bonne odeur de parfum qui commençait à venir dans ce wagon. J'aime autant vous dire que, voilà, dans cette odeur fétide, humide, où nous étions, nous, par terre, ça faisait du bien. Et je me suis laissé distraire par cela. Le deuxième jour, maman, qui n'était pas très en forme, mon frère, comme je vous ai dit, en 1944, il avait 11 ans, c'est encore très jeune, et maman je pense que c'était prémonitoire, maman a commencé à me donner des instructions. C'est-à-dire, elle m'a dit, tu sais, toi, tu es grande maintenant, il est possible que nous soyons séparés, et il est possible que moi, je ne puisse pas être sélectionnée pour le travail. Je veux toujours être fière de toi, agis comme si j'étais toujours à tes côtés. C'était pratiquement ses dernières recommandations. Nous étions en route pendant 3 jours. Le matin du 3e jour, on est arrivé, les Posten, c'est-à-dire les gardiens allemands. Le gardien allemand sortait de temps en temps, il fallait bien qu'il aille s'exonérer, il fallait bien qu'il aille manger. Et il revenait docilement, il était dans notre wagon. Le matin du 3e jour, il est sorti et il est revenu avec des copains.
Et ils nous ont demandé de leur remettre, si on a des bijoux, si on a de l'argent, ou si on a des articles en cuir, de le leur remettre. Bon, chacun un petit peu fouillé, il n'y avait plus grand chose, parce qu'on avait déjà été dépouillé pas mal, et ils sont revenus une demi-heure après, bon, il n'a pas ramassé grand chose. Mais pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'ils savaient très bien qu'à partir d'un certain moment, on nous dépouillerait de tout. Ils voulaient aussi un petit peu ramasser quelque chose, encore au dernier moment. Voilà. Nous sommes restés assez longtemps là, sans bouger. On a pensé qu'on est arrivé au terminus, et par ce hublot, donc, que je vous ai dit grillagé, le plus grand des messieurs regarde là dehors, et on demande, mais qu'est-ce qui se passe là? On voit pas grand-chose, si, il voit des messieurs, des hommes, habillés avec un pyjama, mais qui courent très vite. Ça ne disait pas grand-chose. On est resté encore assez longtemps, je pense encore toute la matinée, et puis au loin, on entend des gonds qui sautent, c'est-à-dire on ouvre les wagons à bestiaux, le bruit se rapproche, et enfin c'est chez nous qu'on ouvre le wagon. Schnell, raus. Dépêchez-vous, il faut sortir, tout laisser dans le wagon. Tout laisser, où est-ce qu'on laisse ses affaires? On emmène son sac à main, son mouchoir, son porte-monnaie, tout laisser. Et c'était des hommes en pyjama. Ces hommes en pyjama, c'était des déportés qui étaient habillés avec des costumes rayés, aussi un calot rayé. Voilà. On est sorti de ce wagon. Il y avait, on appelle ça la rampe, moi je dirais le quai. Pour vous dire un peu plus, il y avait le quai. Au milieu de ce quai, il y avait des gens qui étaient assis, déjà. Et, vous savez, faire sortir 1200 personnes des wagons, il y a du monde, hein. Et alors, il y avait des personnes qui venaient avec des baguettes et qui tapaient. Pourquoi? Parce qu'il fallait qu'elles se resserrent pour que nous qui marchions, pour que on puisse passer. Il y a des coups qui tombaient, et vous savez, on faisait pas le détail, hein, voilà. Et des personnes qui restaient assises, on leur disait, vous pouvez rester assises, on vient vous chercher en camion. Nous, on a avancé tranquillement, mon frère, maman et moi, et tout d'un coup, on s'est même pas rendu compte, on était devant deux SS. Et le SS dit à maman et mon frère d'aller à droite, et à moi, il dit d'aller à gauche. Maman dit, mais c'est ma fille. Oh, dans quelques jours, vous allez vous revoir. Voilà. Le petit garçon de 18 mois, mon amie qui s'appelait Sarah, elle l'avait sur les bras. Quand elle a vu l'ambiance qu'il y avait sur le quai, ce qui se passait, les coups qui tombaient, elle donne ce petit garçon de 18 mois à sa maman, et elle lui dit, j'ai trop peur qu'il ne lui arrive quelque chose, je vous rends votre enfant. Toutes les personnes qui avaient un bébé dans les bras ou qui marchaient avec quelqu'un, avec un enfant à droite, à gauche, ils passaient à droite. À droite, c'était le chemin de la douche mortelle. La douche mortelle, vous savez, je pense qu'on a dû vous expliquer ça. Moi, j'ai été choisi pour aller dans le camp de travail, où nous étions environ 160 personnes, à peu près, et autant d'hommes, 150, 160 personnes. On nous a dit de nous mettre par rang de 5. Vous savez, les femmes, on n'a jamais fait le service militaire, hein, par rang de 5. C'était la cohue un petit peu, et puis il y a une femme, là, costaud, qui dans une langue qu'on ne comprenait pas, en l'occurrence c'était du polonais, et qui nous dit, et qui dit, parce qu'il y a quelqu'un qui nous l'a transcrit, sale juif, je vous materai, dépêchez-vous. Alors voilà, on est arrivé finalement à avancer par rang de 5. C'était déjà, bon, vers le soir, on arrive dans un grand hall, et dans un grand hall, on nous dit de se déshabiller. On se regarde d'abord, on va se déshabiller. Vous savez, en 1944, c'est pas comme aujourd'hui. On se couvre, il y a des gens qui se couvrent jusque-là.
les jeunes, les vieux, on se couvre. Vous dire tout d'un coup de se déshabiller devant tout le monde, on a du mal, hein. Il faut se placer dans le contexte de 1944, hein. Et Schnell, eh ben, écoutez, qu'est-ce qu'on a fait? On s'est déshabillé, on posait nos affaires sur un tas. Il y a quelqu'un qui regardait s'il n'y avait pas quelque chose à grappiller. Il y en a qui ont gardé une montre, il y en a qui ont gardé une alliance, etc. Hop, c'était fauché. Et puis, on nous a dit d'aller dans des rangs. Il y avait des rangs qui étaient là, des rangées. Alors on est allé dans une rangée. La première rangée, c'était pour... Vous avez déjà vu un matricule, hein? C'était pour nous tatouer. Voilà. Et j'ai de la chance parce que c'était quelqu'un qui savait écrire. Parce qu'il y en a qui avaient des plâtres comme ça. Ça, c'est une rangée. D'autres rangées, dans d'autres rangées, qu'est-ce qu'on faisait? On rasait les cheveux. Et dans d'autres rangées, comme il n'y avait pas assez de tondeuse, on prenait une touffe de cheveux et on vous coupait comme ça les cheveux. C'était, vous savez, on se demandait quand même ce qui nous arrive, hein, sortir du wagon. De toute façon, de la journée jusqu'au lendemain, personne nous a demandé si nous voulions manger quelque chose ou si nous voulions boire. Rien. Et de là, on est sorti dans une pièce, on était assis, nus, sur des gradins. Il faisait bon chaud là-dedans, c'était au moins ça. Pourquoi? Parce que c'était la désinfection. C'est-à-dire que dans le convoi précédent, on avait mis des robes, etc., qu'on nous a par la suite lancées. On n'a pas regardé si vous aviez une taille 38 ou une taille 42. Non. On lançait une robe et vous la preniez. Voilà. On a lancé comme ça aussi une culotte. C'est tout ce qu'on avait. Et sur un grand tas de chaussures, dans le coin, vous deviez choisir une paire de chaussures. La paire, si vous aviez de la chance, vous trouviez une paire. Si vous aviez de la chance, vous trouviez les deux pointures. Et si vous aviez de la malchance, vous partiez avec je sais pas, moi, ma pointure c'est le 37. Eh ben, écoutez, bon, j'ai eu de la chance, j'ai trouvé ma pointure et une paire. Mais d'autres n'ont pas eu cette chance-là, partaient avec deux chaussures différentes, ça ne gênait personne. Et une aiguillée de fil où on devait coudre notre numéro. On allait de surprise en surprise, j'aime autant vous dire, hein. Quand cette opération était terminée, on nous a amenés, il faisait nuit noire, même c'était déjà très tard, au moins déjà 1h, 2h du matin, et on est arrivé dans un grand bloc. Un bloc, c'est une baraque, où il y avait 700 à 800 personnes qui pouvaient être là, logées. 700 à 800 personnes. Les lits, nommés les lits à étage, c'était des koyas. On appelait ça des koyas. Et on était par 10 dans une koya avec 2 couvertures. Quand une personne voulait se tourner, les 9 autres devaient se tourner aussi. On était à peine couchés, vous pensez bien, qu'on nous a dit « Aufstehen, Betten machen ». Bon, Aufstehen, ça, on sait ce que c'est, levez-vous. Betten machen, c'était faire les lits. Le lit, c'était quoi? Une paillasse avec un peu de sciure et les 2 couvertures qu'il fallait bien aligner pour que ça fasse joli. Voilà. Et puis, on vous mettait, bon, pour ceux qui avaient de la malchance, on vous mettait le seau pour aller au washroom et aux toilettes. Le washroom, ça se composait, il y avait au milieu une rangée où vous étiez de chaque côté, où il y a un filet d'eau qui sortait, et une odeur terrible. Faut dire que l'eau à Birkenau, on était donc à Birkenau là, et l'eau à Birkenau, il était impossible de la boire. Certains jours, elle sortait de ces robinets couleur rouille, et même si elle ne sortait pas couleur rouille, c'était une eau qui était infecte, et si vous la buviez, c'était votre arrêt de mort quelques jours après. C'était la dysenterie, et vous ne vous en tiriez pas. En ce qui concerne le WC, alors là, je vous dis, il y avait une grande plaque, je peux dire, un grand bloc de ciment. Et à côté, il y avait
25 cavités, 25 d'un côté et 25 de l'autre. C'est là que nous étions pratiquement, on n'était jamais seul, et c'est là qu'on s'exonérait. C'est là qu'on était. Je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer ce que c'est que sortir d'une vie normale, aller au Washroom. Washroom, c'était l'eau qui sortait, et il n'y avait ni gants de toilette, il n'y avait rien. Il y avait un morceau de sable solidifié comme savon, c'était ça le savon, et vous preniez les mains, vous laviez de cette façon-là, et après on allait au Washroom. Entre les deux, il y avait une espèce de grande cuvette. C'est là que, écoutez, qu'on désaffectait disons, les détritus. Voilà, allez, on dira ça comme ça, de cette façon-là. Disons que il fallait pas trop s'arrêter là, pas trop s'éterniser, et le premier jour, tout ça, c'était très étonnant, parce que on était dépaysé entièrement. On est donc arrivé dans ce bloc, donc très vite, voilà. Après le Washroom, c'était tout de suite après, on devait faire souvent 2-3 heures d'attente devant notre bloc. 2-3 heures. En attendant qu'on compte. Mais moi, j'étais au bloc 31. Je vous ai dit, on était 7 à 800 personnes. J'étais au bloc 31. Et j'étais au lager A. À côté, il y avait le lager B, il y avait le lager C. C'est immense. Si un jour vous avez l'occasion d'aller à Auschwitz, vous verrez, c'est immense. Et il fallait que tous les blocs, que tous les camps et tous les déportés soient comptés. Et il fallait que ce soit juste, et à ce moment-là seulement, on pouvait se défaire du rang. Après que effectivement, tout était en ordre, il y a de grands cubes, c'est-à-dire de grands, c'était des seaux en bois, c'était de grands seaux en bois. Il y avait un liquide fumant qui était là. C'était une décoction de feuilles, de goût. Je ne saurais vous dire ce que c'était. Ça n'avait aucun goût, c'était marron. Et une des responsables du bloc vous servait ceci dans une cuvette émaillée, mais de temps en temps il manquait un bout de cette cuvette. Nous n'avions pas de cuillère, nous n'avons pas de fourchette, et chacun lapait à son tour une bouchée de ce liquide. Le premier jour c'est terrible parce que on avait surtout soif. Vous êtes 3 jours en route. Avant de partir de Drancy, la Croix-Rouge française nous a donné un paquet qui devait tenir les 3 jours. Maman, toujours prévoyante, a dit, on va économiser, parce que, à l'arrivée, on va pas tout de suite nous donner peut-être à manger, on va économiser. Premier jour, on nous a rien donné. Le deuxième jour, c'était ce liquide insipide qui était, on ne savait pas quoi. Bon, on avait une soif, je peux vous dire, c'est terrible d'avoir soif. À midi, on a commencé à manger, on a mangé, c'était aussi dans une cuvette pour 5. Des grauben, c'est-à-dire des céréales, un peu sucrées. Moi, j'ai pas pu les avaler. J'avais soif, je pouvais pas les avaler. Mon ami m'a dit, il faut manger, je peux pas. Et ceux qu'on a vus par la suite arriver comme nous, personne ne pouvait manger au début parce que c'était tellement... déjà, il faut laper. Des fois, nous, c'était une soupe sucrée. Le lendemain, c'était une autre soupe. Mais ce jour-là, nous, c'était une soupe sucrée. Hein. Et puis, disons que le matin, après l'appel du matin, où on était pendant 2-3 heures, il y avait des pelles et des pioches qui étaient là, et on devait prendre une pelle ou une pioche pour aller travailler. Pas loin de notre bloc, à Birkenau, il y en avait un où les femmes étaient habillées avec des robes rayées, et il y avait des enfants, et il y avait des poêles par terre où elles se faisaient à manger. On a approché, ça sentait bon par rapport au reste, ça sentait bon, on s'est approché, mais elles parlaient une langue qu'on ne comprenait pas. Mais il y avait des personnes parmi nous qui comprenaient cette langue, c'était du polonais.
C'était des personnes qui étaient, bon, comment vais-je vous dire, bon ben, qu'on emprisonne, hein, voilà. Mais elles étaient aussi à Auschwitz, mais elles avaient un autre régime que nous. Et alors, il y a des personnes, comme on pouvait leur parler, demander où sont les personnes, nos parents, où sont-ils, etc. Et c'est là qu'on leur a montré la cheminée. Ils ne comprenaient pas encore, mais on leur a dit. Et c'est là que petit à petit, on nous a dit, voilà, où sont les nôtres, qu'on avait effectivement gazés et après brûlés. Là, j'insiste, il fallait pas penser. Quand vous étiez dans ces conditions, considérés comme des bagnards, à aucun moment il fallait penser au passé. On vous disait de faire ceci, cela, il fallait obtempérer, sans hésiter. Quand même vous étiez fatigué, vous avez sous le soleil de plomb qu'il fallait travailler, à aucun moment il fallait penser. Il fallait travailler, il fallait être présent, il fallait continuer à vivre comme des automates. Si jamais vous pensiez à ce que vous aviez perdu, vous étiez perdu. Voilà. Mon ami, voilà, j'ai oublié de vous dire que quand je me suis retrouvé dans ce groupe de 150 à 60 personnes, je ne connaissais plus personne. La seule personne que je connaissais, c'était Sarah, c'était la personne qui m'avait aidé à Drancy. C'était une personne qui avait 3 fois mon âge, elle avait 44 ans, j'en avais 15, c'était une personne qui à Drancy m'avait déjà aidé, et je me suis rapproché d'elle. Elle-même, elle avait été déportée jusqu'au dernier moment, elle pensait qu'elle ne serait pas déportée. Pourquoi ? Son mari n'était pas juif et il devait présenter le certificat de baptême de sa grand-mère. Pendant la guerre, la poste marchait très mal et le certificat, son mari était à 2 reprises à Drancy pour dire que le nécessaire avait été fait. Il était savoyard, mais que ce certificat, il ne le possédait pas. Et comme on ne faisait pas le détail, elle a été déportée avant que ce certificat n'arrive à Paris. Je me suis donc rapproché d'elle et pratiquement, j'anticipe, pratiquement, pendant toute la durée de notre déportation, nous étions ensemble. C'était très important. C'est très important quand vous êtes là, perdu dans cette masse, dans cette hostilité, dans ces conditions inhabituelles, plutôt bestiales, et c'était très important d'avoir quelqu'un qui vous regarde, quelqu'un avec qui vous sympathisez, parce que le terrain n'était pas prêt, personne, tout le monde était sur ses gardes. Il y a même des mères et des filles qui ne s'entendaient pas. Pourquoi ? Parce que les conditions étaient terribles. Sarah, qui était quand même quelqu'un de très avisé et quelqu'un de très pratique, s'était rendu compte. Alors qu'est-ce qu'on faisait ? Où on avait une pelle, une pioche, et vous savez, une capot c'est une responsable qui se promène avec un gourdin. Et si vous ne travaillez pas assez vite, elle ne se prive pas de vous battre, ça non. Et comme il n'y avait pas assez de travail sur place à faire le cantonnier, on nous emmenait à un endroit et on devait prendre une pierre. Il y avait des pierres, un grand tas de pierres. Il fallait pas prendre une pierre trop petite, il fallait porter cette pierre à un endroit et le lendemain ou l'après-midi, reprendre une pierre pour la ramener au même endroit. Pourquoi on nous faisait faire ça ? Parce qu'on ne voulait pas que les gens se promènent comme ça dans le camp. Donc on les occupait à porter des pierres. Vous vous rendez compte ? Vous imaginez ce que ça peut être. Alors vous voyez des gens par 5 là, bon, vous allez, et voilà, toujours entourés des capots avec leurs gourdins dont ils ne se privaient pas. Sarah, elle a un petit peu observé ça, et elle m'a dit, écoute, moi j'ai découvert quelque chose, si tu veux me suivre, tu me suis. Le matin, après l'appel, elle filait à l'anglaise, elle quittait les rangs de l'appel, avant que la Haussérine, la capot, comme vous voulez, ne puisse mettre la main sur nous, et elle partait la première, et moi je la suivais. On filait à l'anglaise,
Je vous ai dit, j'étais au bloc 31, on allait tout droit, on allait jusqu'au bout, à l'opposé de notre bloc. Et là, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bloc, il y avait les morts de la nuit qui arrivaient, il y avait un camion, et les morts de la nuit étaient rassemblés là. Les morts de la nuit, on les jetait sur un camion, et aucun Allemand ne venait jamais par là, parce que ça ne les intéressait pas de venir par là. Et c'est là, c'était notre plan. Quand on le pouvait, on allait se planquer là. Et vers midi, notre soupe, on s'est habitué. Si le premier jour on ne l'a pas mangé, eh ben après on l'a bien lapé comme tout le monde. On a fait comme tout le monde. Nous étions en quarantaine. Pourquoi? Parce que il y a eu 3 cas de scarlatine dans notre bloc, 700-800 personnes. Les Allemands avaient très peur de la maladie et ils étaient très stricts par rapport à ça. C'est ainsi que notre bloc a été pratiquement, que nous étions confinés dans notre bloc, nous ne devions pas sortir. La responsable du bloc nous accompagnait pour aller au Washraum et pour aller à la toilette, comme je vous ai dit, les 25 cavités d'un côté, les 25 de l'autre. Et c'était limité dans le temps parce qu'il fallait pas s'oublier là-bas. Et nous sommes restés très longtemps, c'est-à-dire la quarantaine. Vous savez, il y a un temps d'incubation, il y a un temps diagnostic. Bref, nous avons eu 3 cas. Et après les 3 cas, nous avons été rassemblés, toujours après l'appel, et nous avons été choisis, nous avons été choisis pour aller travailler dans l'Außenkommando. L'Außenkommando, c'était le commando qui travaillait à l'extérieur du camp. Nous partions le matin, et il y avait des gardiens de chaque côté, et des chiens de chaque côté. Et on faisait 5-6 kilomètres, et sur une grande étendue, c'était juillet déjà à ce moment-là, il faisait très chaud, et nous avons fait les cantonniers. Il y avait des pelles de nouveau et des pioches. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ces pioches, c'était terriblement lourd. Vous savez, on n'avait pas l'habitude de manipuler ça. Et en général, j'essayais d'avoir une pelle, mais ce jour-là, j'ai pas été assez rapide et j'ai eu une pioche. La pioche, vous savez, il faut déjà la soulever, il faut pas faire semblant. Et il y avait tous les jours des victimes. On était gardés par les Allemands, les mêmes qui nous accompagnaient, les mêmes qui faisaient la surveillance, qu'on ne quitte pas les rangs. Eh bien, tous les jours, il y avait des victimes. C'est-à-dire que ils surveillaient, et si on ne travaillait pas assez, ils ne se privaient pas de les tabasser. Au fond, voilà, c'est ça. Ce jour-là, j'avais pas eu le temps de prendre une pelle, j'ai donc eu une pioche. La pioche, je me suis débrouillé tant bien que mal, mais lui m'avait à l'œil. Et ce jour-là, c'est moi qui l'a tabassé. Ce que je garde de cela, et je vous le dis, en rentrant, j'étais malade très longtemps, j'ai fait une tuberculose osseuse. On n'a pas trouvé tout de suite ce que j'avais. 1 an après, on a diagnostiqué une tuberculose osseuse, et je suis toujours persuadé que c'est ce jour-là que j'ai commencé à, compte tenu de nos conditions de vie, de sous-alimentation, c'est ce jour-là que j'ai commencé à fabriquer ma tuberculose osseuse. C'est en 1946, fin décembre 46, qu'on a diagnostiqué cette maladie, et j'ai pu reprendre le travail à temps complet en juillet 1954. Je vous le dis tout de suite. C'est-à-dire, ce n'était pas encore l'ère des antibiotiques, et une maladie osseuse, une tuberculose osseuse était quelque chose de très grave. C'était au sein de la colonne vertébrale, et il fallait des mois et des mois de soins, c'est-à-dire il fallait rester allongé, sans bouger. Je restais allongé pendant 28 mois sans bouger, et après il fallait porter des corsets de plâtre,
et des corsets de cuir pour consolider cette maladie. Voilà, ça c'était, je vous le dis parce que c'est bon. On travaillait donc comme cantonnier. Et moi, bon, ben j'avais été battu. Vous savez, quand c'est comme ça, faut rien dire, faut rien montrer. Vous gardiez votre chagrin en vous. Vous regardiez, j'étais contusionné, j'avais pas envie de bouger la nuit, j'avais mal, enfin bon, etc. Tout ça, il fallait l'endosser soi-même. La journée, il fallait travailler sous un soleil de plomb. Et ce qui n'a pas manqué, c'est que d'abord c'est Sarah qui a été au Revire. Revire, c'est l'hôpital, pour soigner les brûlures de soleil. Après, c'est moi aussi qui ai eu des brûlures de soleil. Imaginez-vous travailler sous un ciel de plomb sans protection aucune. Bon, forcément, vous avez d'abord des brûlures, des ampoules, et les ampoules éclatent en faisant le cantonnier. Vous savez, c'est pas difficile, hein, il n'y a pas photo. Vous vous rendez compte de suite ce qui se passe. Le Revire, c'est un lieu qu'il faut éviter absolument. C'est-à-dire qu'il y a là-bas des personnes qui sont atteintes, c'est-à-dire que on vous donne une couverture en rentrant, et c'est un petit lit, et vous êtes à 2 dans ce petit lit, à 3 étages de nouveau, mais à 2. Vous avez une personne, si jamais c'est une personne qui a une maladie contagieuse, n'en parlons pas, vous l'attrapez. Comment on soigne les brûlures de soleil? Il y avait une pommade jaune et une pommade marron foncé. Les bandes, c'est une espèce de papier hygiénique un peu élastique. Et on vous met moi j'ai eu de la pommade marron foncé, et on vous bande ça, vos jambes. Bon, vous essayez de sortir le plus vite possible de ce lieu. D'une part, pourquoi? Parce qu'il y a des sélections. Une sélection, c'est quoi? Ce sont des officiers allemands qui passent et qui montrent du doigt les personnes qui doivent être tirées d'office de leur lit, avec leur couverture sur les épaules. Ce sont des personnes qui savent très bien ce qui les attend. Ce sont soit des personnes qui sont trop maigres, soit des personnes qui ont des boutons, soit des personnes qui ne leur reviennent pas. Ce moment, je ne vous le décris pas, vous pouvez vous imaginer ce que ça doit être. Il faut tirer de force ces personnes, il faut les emmener de force, parce qu'elles savent où elles vont. Toujours la douche mortelle, hein, voilà, je n'insiste pas plus. Vous essayez le moins possible, dès que vous vous rendez compte que que la cicatrisation se fait, vous essayez de sortir de ce lieu sordide, parce que vous dites, est-ce que je vais survivre à ça? Est-ce qu'à la prochaine... J'ai eu, moi, 2 sélections. Et les 2 sélections, vous n'entendez plus un mot dans le bloc. C'est aussi un grand bloc, hein, voilà. Il n'y a que de grands blocs, hein. Et je suis sorti et je me suis dit, pourvu que je n'ai pas la Außenkommando, au lieu de l'Außenkommando, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu le Kartoffelkommando. C'est-à-dire que ce sont des pommes de terre qui sont arrivées par wagons entiers et qu'on portait, on disait une trague. Une trague, c'est une espèce de brouette sans roue et qu'on portait à 2 et qu'il fallait que quelqu'un vous remplissait et qu'il fallait monter, ça montait pas mal, et qu'il fallait faire vite pour décharger vos pommes de terre, qui étaient mis dans des silos. Pourquoi? Parce que ils s'attendaient à ce que ça dure encore longtemps. Bon, c'était aussi rapide, il fallait travailler rapidement, il fallait remplir, il fallait que cette trague soit bien remplie, et il fallait très vite retourner pour faire des allers-retours rapides. À ce rythme-là, je n'aurais pas tenu longtemps. Et un jour, on était déjà en automne, un jour, on a eu un appel beaucoup plus long que d'habitude, c'est-à-dire on avait des appels le matin, en rentrant du travail, on avait aussi un appel aussi long que le matin, sinon plus, pour que tout le monde soit compté. Ce jour-là, on a eu un appel encore plus long que d'habitude, et le lendemain matin, pris une douche. Il faut dire aussi que en prenant une douche, on allait dans un grand Waschraum, c'était très grand, les Allemands passaient, et quand ils voyaient que vous étiez trop maigre ou des boutons, ils tiraient. Il y avait quelqu'un derrière qui tirait la personne
et on ne la revoyait plus. Ça, c'était leur façon de faire. Bon. Ce jour-là, eh ben, nous sommes allés à la douche, et après notre petit déjeuner insipide, nous avons commencé à prendre le chemin du quai. Il y avait un long serpent humain, et c'est là que nous sommes montés dans des trains, dans un train, on pensait plus jamais sortir d'Auschwitz. Pourquoi? Parce qu'il y avait une odeur terrible dans ce camp, c'est-à-dire une odeur de chair brûlée et d'os brûlés. Il y avait une grande cheminée dans ce camp où les flammes, on se rendait compte, le jour on voyait les flammes, mais la nuit, les flammes sortaient 2-3 mètres. J'estime que c'était 2-3 mètres, mais je ne sais pas, peut-être encore davantage, ou moins, je ne sais pas. Les flammes sortaient de cette cheminée. En ces mois d'été, vous voyez au loin les convois qui arrivaient, et des convois entiers ont été gazés à ce moment-là. Nous sommes partis. On ne pensait jamais quitter Auschwitz. Il y avait même plus de paille dans le train où nous étions aussi à 60, et nous sommes arrivés à Bergen-Belsen. Bergen-Belsen, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est aussi un camp, mais ce n'était plus un camp où on gazait. Il y a une différence entre un camp de concentration, un camp d'extermination, ça veut bien dire tout ce que ça veut dire, et un ghetto. Voilà. Les conditions étaient valables au début. Nous sommes arrivés fin octobre, début novembre, les conditions étaient valables. Il faisait mauvais, néanmoins. À partir du début du mois de décembre, l'état-major d'Auschwitz arrivait. C'est-à-dire, il y avait en même temps que la neige qui tombait, on avait l'état-major qui arrivait, c'est-à-dire les conditions étaient devenues plus strictes. On avait de nouveau des appels tous les jours, on n'était pas vêtus pour, et on commençait quand même à souffrir de la sous-alimentation, on commençait quand même à souffrir aussi du froid. Au mois de janvier 1945, donc, nous étions encore à Bergen-Belsen. Un jour, nous allions, tous les 15 jours, on nous emmenait au travers de la forêt, une magnifique forêt, et on allait prendre une douche chaude. C'était magnifique. Et notre responsable, qui était une Française, Annelies Stern, qui est après la guerre, est devenue psychanalyste. Elle était responsable de notre bloc. Elle était d'origine allemande, ses parents étaient allemands, son père était psychiatre, et elle s'est entretenue avec l'officier qui nous accompagnait. Il y avait un officier qui nous accompagnait, qui était en tête, et de chaque côté, de nouveau, les Allemands armés, les militaires armés. Et un jour, Annelies Stern, c'est son nom, nous dit, voilà, je peux vous dire une chose, on m'a proposé de partir en Allemagne dans une usine d'aviation. Et j'ai demandé si à l'officier qui nous accompagne, ce qu'il en pensait, et il a répondu: à votre place, je quitterai Bergen-Belsen le plus tôt possible. J'ai donc donné mon aval pour le départ. Il faut dire que si au début on était dans le dur et on était dans des koyas, on appelait ça dans les lits, comme je vous ai dit, à étage. Après, quand on était dans des pièces, il y avait de nouveau de la paille par terre. Il y avait, comme l'état-major d'Auschwitz était arrivé, nous avions des responsables de bloc qui avaient une autorité toute relative, mais dont elle pouvait plus se passer. Nous avions, par exemple, dans nous couchions par terre, sur la paille, et il y avait quelqu'un, je me rappelle d'une personne qui passait le soir et qui tapait n'importe où. Il y en a qui étaient blessés, il y en a qui se demandaient ce qui arrivait. Vous dormiez quand même là. Pourquoi? Parce que c'était des femmes qui avaient exercé une autorité toute relative, mais enfin, elles en étaient sevrées, et c'est ce qui leur extériorisation, c'était cela. Bon, nous sommes partis de là,
de Bergen-Belsen, heureusement, parce que après c'était le charnier, vous en avez certainement entendu parler, quand les Anglais sont arrivés, l'armée de libération, ils ont trouvé des gens dans des états épouvantables, et nous on est allés dans une usine d'aviation. C'est-à-dire il faut quand même que je dise, au moment de la sélection pour l'Allemagne, quand est arrivé mon tour, il y avait un militaire et 2 civils. Et le militaire était là. Un civil a dit, celle-là, on la prend pas. Die nehmen wir nicht. Vous savez, me séparer de mon groupe de Françaises, me séparer de Sarah, c'était mon arrêt de mort. Quand je pense qu'il fallait absolument pas regarder un Allemand, il fallait à plus forte raison parler un Allemand. Néanmoins, j'étais alsacienne, je comprenais l'allemand, je savais parler, et j'ai osé dire, j'ai dit, ich kann arbeiten. C'était ma seule façon de me défendre. Alors on m'a demandé, qu'est-ce que tu sais faire? J'ai dit, j'étais couturière, c'est pas vrai. J'étais scolarisée, comme vous le savez. Quel âge as-tu? Et je me suis vieillie de 2 ans. Et l'Allemand, le civil, a dit, inscris-la, on verra par la suite. Le jour où on a, je ne veux pas dire invité, mais le jour où on nous a dit qu'on partait, moi, je me considérais comme inscrite, et j'ai couru avec les autres, et j'ai même couru encore beaucoup plus vite, parce que je voulais être une des premières. On m'a jamais rien demandé. Je suis partie en convoi avec les autres, et je suis arrivé à Ragun, près de Dessau. Ragun, près de Dessau, il y avait une usine d'aviation, et nous devions travailler dans une usine d'aviation. Personnellement, ça me faisait peur. Travailler en usine, j'avais jamais approché une machine. Je me suis dit, je vais me couper les doigts, je vais me couper... Et je me suis fait, on avait toujours cet appel par 5, et je me suis fait toute petite à ce moment-là, dernier rang, toute petite. Ma manœuvre a réussi, je n'ai pas été choisi pour l'usine. Après, on a demandé des responsables pour des petites structures. C'était des petits baraquements de 30, 33 personnes. Moi, je ne sentais pas capable d'être responsable. Et après, on a demandé quelqu'un, une bonne à tout faire, Stubenmädchen. J'ai dit ça. Moi, je sais faire, hein. Bon, je sais chercher du café, je sais chercher du pain, je sais entretenir. Voilà. Bon, ça. Et j'ai été retenu pour ça. J'ai donc commencé, nous étions déjà là, fin janvier, début février. Elles sont allées travailler à l'usine. Moi, pendant ce temps, je faisais ce qu'il y avait à faire. On avait un poêle. Vers le soir, j'allumais pour qu'elles aient chaud. Et l'après-midi, on devait travailler dans un abri. On devait de nouveau pelleter pour piocher. Mais c'était pas grave. On était surveillés par des Aufseherinnen, des femmes militaires allemandes. Et comme elles n'avaient plus le feu sacré, et comme elles avaient froid aussi, elles quittaient de temps en temps, et comme elles quittaient, nous aussi on quittait. Mais ma santé s'était détériorée. J'étais de plus en plus faible. Mon amie Sarah était choisie pour l'usine, et elles étaient en rapport avec les prisonniers de guerre, et les nouvelles commençaient à être bonnes, c'est-à-dire que les prisonniers de guerre leur disaient que, effectivement, on allait être libérés bientôt, que l'armée avançait à grands pas. Et quand elle a vu dans l'état dans lequel j'étais, elle m'a apporté, elle, des épluchures de pommes de terre cuites. Elle m'a dit, je t'ai apporté des vitamines. Et elle les a mises sur le poêle, et je mangeais ça. Un autre jour, elle m'a apporté une pomme de terre. Elle a dit, écoute, ça tu manges, c'est une vitamine. J'ai dit, écoute, avec la meilleure volonté, j'ai essayé, mais j'ai pas pu manger. Vous avez déjà essayé de manger une pomme de terre crue? Non, hein. Ben, c'est pas bon, je peux vous le dire. Et un autre jour, elle m'a ramené une carotte, ça j'ai mangé. Mais j'étais de plus en plus faible, et on entendait au loin des gens qui passaient, des gens qui marchaient. C'était les Allemands qui se repliaient. Et un jour,
nous-mêmes, on était dans 2 grands baraquements. Un jour, on nous a dit, il faut aller dans un seul baraquement, et le lendemain, on est parti. Mais on n'a pas fait la marche de la mort. On a été très peu, on a marché très peu, on est monté sur des camions, et là, on est monté dans un train, on était à 100 dans ce train, dans un wagon, et là, c'était terrible. C'était terrible parce que nous avions attrapé des poux. J'ai commencé à compter, dans une manche, j'ai commencé à compter 60 poux blancs. Après, j'ai abandonné. Je n'ai plus compté. En montant dans le train, on nous a donné un quignon de pain qui devait durer 2 jours. Vous savez, quand vous avez faim, vous mangez déjà le premier jour, hein, et le deuxième jour, vous tirez la langue. Nous étions à 100 dans un wagon, et ça c'était terrible, parce que on ouvrait le wagon que tous les 2 jours. Pour faire nos besoins, il y en a qui avaient une boîte de conserve, on faisait nos besoins dans cette boîte de conserve qu'on jetait par le hublot. Pendant les 8 jours où nous étions dans ce wagon, quand on a ouvert les portes, à chaque fois on sortait les morts. Il y avait des gémissements, il y avait des gens qui mouraient sur place. C'était terrible. C'était le plus grand voyage, celui où on a perdu le plus de monde. Voilà. Et on est arrivé un jour, tout d'un coup, on a ouvert nos portes et nous étions à Theresienstadt. Maintenant, je vous dis encore vite, on est arrivé donc à Theresienstadt, on était donc dans un ghetto. Qu'est-ce qu'un ghetto? Un ghetto, c'est un lieu où les familles peuvent rester ensemble. Mais dans ce ghetto de Theresienstadt, les gens, on les avait sélectionnés aussi pour partir à Auschwitz. Hein. Disons que en Europe, pratiquement, dans toute l'Europe, les Juifs ont été envoyés à Auschwitz. Nous sommes arrivés donc au fin avril. J'étais malade, j'avais 40 de température tous les jours. Nous avons été libérés par les Russes le 8 mai 1945. Ça vous dit quelque chose, le 8 mai, hein? C'est le jour de l'armistice, et 15 jours, 3 semaines après, je suis rentré en France. Je n'étais pas 2 heures en France, que j'étais déjà hospitalisé. Pourquoi? Parce qu'on avait eu un colis, et les dames ont commencé à fumer, et je ne supportais pas la fumée, et j'étouffais littéralement, et j'ai été hospitalisé après 2 heures de présence en France, et j'avais une pleurésie à l'époque. Bon, voilà. J'essaye de ne pas y penser, je peux vous le dire. Si je viens dans les établissements, c'est pour vous informer de ce que l'homme a pu faire à l'homme. Parce que si aujourd'hui on pense que c'est invraisemblable, je suis là pour vous dire que cela a existé, et pour éviter et rester vigilant par rapport à ce qui se passe et qui commence à se passer maintenant. Je ne sais pas si vous lisez les journaux, je ne sais pas si vous regardez la télé, je ne sais pas si vous écoutez la radio, mais vous savez, quand vous voyez que la droite s'est associée à l'extrême droite en Allemagne, ça commence à vous donner la chair de poule. Voilà. Voilà la raison pour laquelle je viens dans les établissements, pour vous informer, parce qu'il faut rester vigilant à tout moment. C'est-à-dire un homme est un homme, et chacun a le droit de vivre normalement. Chacun a le droit de vivre, de gagner sa vie normalement. Les Allemands, les nazis, ce n'est pas ce qu'ils ont fait. Au contraire, ils ont essayé d'éliminer. 75 ans se sont passés. 75 ans. Vous savez, il y a beaucoup d'eau qui a traversé. Hein. On vit quand même, ce passage, jamais je ne pourrai l'oublier. Jamais je ne l'oublierai. Mais se greffe là-dessus quand même 75 années d'autres où j'ai vécu comme vous. J'espère que vous vivrez un jour où disons que j'ai vécu normalement. Mais ce qui reste, je ne l'oublierai jamais. La preuve, c'est que spontanément, vous pouvez me parler je peux encore vous parler 2 heures de ça, si vous le voulez. Non, vous ne le dînez pas, moi non plus. Bon. Mais pour vous dire, c'est gravé en moi, qu'on m'ait gravé ce tatouage.
Mais quand même, 75 ans, on passait là-dessus. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Il n'y a pas de mots corrects pour conclure une telle vidéo, un tel témoignage. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. J'espère vous revoir très vite, histoire de parler histoire.